Eh bien, bienvenue pour cette lecture du réel avec Joy Sorman. Joy, merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, on va essayer, et puis si ça ne marche pas, c'est pas grave, faire une introduction un petit peu comme ça, livresque. Il est des existences qui, telles une île mystérieuse, attendent que l'on déploie une carte et que l'on s'y aventure, guidé par la brise du récit et la promesse d'un trésor caché. Ce trésor caché, c'est peut-être la réalité pour vous. Joy Sorman, pourquoi cette introduction, puisque nous sommes au 40 ? Et vous allez voir le lien très subtil, ça va vous réveiller. Les 40e rugissants, c'est une zone de l'hémisphère sud où il y a des vagues et des vents qui ne sont pas très sympathiques. Mais c'est surtout parce que Joy, et alors attention, c'est là, on va voir si l'effet va marcher, c'est qu'il y a un livre qui vous a marqué, auquel on ne pense pas toujours, c'est L'île au trésor. Je commence par ce début un peu particulier, parce qu'on voit lecture du réel, mais avant d'arriver, on va en parler bien sûr, votre rôle de spectatrice engagée dans le monde judiciaire, dans le monde psychiatrique et dans d'autres univers, il y a toujours des points de départ. Et ce point de départ, en l'occurrence, ça peut paraître inattendu, c'est L'île au trésor, n'est-ce pas ? Alors d'abord, bonjour à tous et merci pour votre présence. Et voilà, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Donc je vois que vous êtes bien renseignés. En effet, il peut arriver que dans des interviews, des entretiens, on nous demande d'élire un livre qui aurait changé notre vie, qui nous aurait fait basculer dans l'amour de la littérature. Et c'est vrai que j'ai cité plusieurs fois donc L'île au trésor de Stevenson, qui est un livre de pirates et d'aventure et de chercheurs d'or, que j'ai lu jeune adolescente. Mais qui est moins un déclencheur de mon désir d'écriture, qui est plutôt un déclencheur de ma carrière de lectrice, je pourrais dire. L'île au trésor, c'est plutôt ces livres qu'on peut lire enfant ou adolescent, et tout d'un coup on se rend compte de la puissance de la littérature, de la façon dont ça peut changer notre quotidien. Donc voilà, moi je me suis rendu compte de la puissance de la littérature avec ce roman d'aventure. Mais qui ne correspond pas du tout à ce que j'écris moi, c'est-à-dire que justement, c'est ça qui est amusant. Mais il se trouve que moi j'ai écrit des romans, mais depuis quelques années j'écris plutôt des récits documentaires, mais je reste une grande lectrice justement de romans, et j'aime beaucoup cette idée de lire une littérature qui me semble pour moi très difficile d'accès en tant qu'autrice. Je trouve ça extrêmement difficile d'écrire du roman. Mais j'en lis énormément. Voilà, comme je peux lire aussi du récit documentaire, mais il n'y a pas forcément... C'est-à-dire que mes goûts de lectrice ne coïncident pas de manière complètement parfaite avec mes pratiques d'écriture. Voilà, on peut s'évader sur d'autres horizons avec le rôle de lectrice et de romancière. Et dans Le Témoin, effectivement, vous nous faites rentrer par personnage interposé, on aura l'occasion de le dire, dans ce qui s'appelle un palais de justice, avec tout ce que cela englobe. Et ce qui est assez fort dans votre livre, et j'en profite puisque vous nous faites l'amitié d'être là, pour vous dire que si vous avez des questions, bien sûr, nous les recevrons avec plaisir, donc vous avez le droit de poser des questions et nous y répondrons. Ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez donc par personnage interposé dans ce palais de justice pour assister à des audiences. Mais alors, quelle est la part de hasard ? Au sens que on imagine, mais peut-être que je me trompe, vous arrivez dans le palais de justice. Vous pouvez aller ici, vous pouvez aller là, il y a peut-être quelqu'un qui va vous retarder, c'est peut-être quelqu'un qui prend son café, là, la machine à café, qui va attirer votre regard, donc vous allez perdre, entre guillemets, du temps avant de rentrer dans l'audience. Comment ça se passe ? Parce que vous arrivez, vous connaissez votre but, ou pas peut-être, je ne sais pas, et bon, il y a les audiences qui sont annoncées, on peut demander à l'accueil les audiences du jour, mais on voit que dans le livre, vous parlez de différents types d'affaires, de différentes juridictions, donc ce n'est pas que des histoires de stars où tout le monde s'engouffre. Comment ça se passe ? Alors d'abord, je vais peut-être dire 2-3 mots sur le livre, parce que j'imagine que tout le monde ne le connaît pas. Donc Le Témoin, qui est le dernier livre que j'ai publié en janvier 2024, qui vient de sortir en poche, là. Le point de départ de ce livre, c'est une immersion d'1 an au Palais de justice de Paris.
Pendant 1 an, je suis allée 1 fois par semaine assister donc à des audiences. C'est ça le point de départ du livre. Et ce qui m'intéressait, c'était de faire un livre sur la justice, mais pas sur la justice spectaculaire, la justice des assises, la justice des grandes affaires médiatiques, des grands crimes. J'avais envie de parler plutôt du quotidien de la justice, du tout venant de la justice, c'est-à-dire 95% de l'activité judiciaire en réalité. C'est-à-dire tout ce qui se passe autour des petits délits du quotidien, des affaires de trafic de drogue, des violences conjugales, des affaires de terrorisme, parce que quand on parle des grands procès de terrorisme, on pense par exemple évidemment aux attentats, à ce qu'on a appelé V13, le vendredi 13 novembre, mais en fait, tous les jours se jugent des dizaines, voire des centaines de petites, entre guillemets, affaires de terrorisme, de gens qui sont allés consulter des sites djihadistes, etc. Et il y en a vraiment, rien qu'à Paris, des dizaines par jour. Donc je voulais raconter cette justice ordinaire, cette justice qui nous concerne tous, en fait, la justice du quotidien, ces centaines d'affaires qui animent la société, dans un endroit qui nous concerne tous, qui est le palais de justice, où moi je suis allée justement comme public, comme simple témoin. Je poussais la porte des salles d'audience et je m'asseyais, mais où finalement on ne se rend jamais si on n'y est pas convoqué d'une manière ou d'une autre, alors que je considère que c'est un lieu, le palais de justice, qui est en fait au cœur de notre société, au cœur des politiques qui sont menées, et qu'on ferait bien d'aller regarder de plus près, parce que ça dit beaucoup de choses sur la façon dont on envisage justement la vie en société. Donc, pour répondre à votre question, quand j'arrivais au palais de justice le matin, je poussais un peu des portes au hasard, et puis je m'asseyais, et puis alors c'était une histoire de trafic de stupéfiants, ou une histoire de voisinage, ou une histoire de violence, de délit routier, et puis parfois je restais, parce que quelque chose m'accrochait, justement, une façon de parler, des corps à décrire, une attitude du juge, et puis d'autres fois, je m'ennuyais finalement, donc je sortais, puis j'allais pousser une autre porte, donc je me laissais comme ça un peu guidée par le hasard. Et puis, donc ça, c'était, on pourrait dire, le travail préparatoire du livre, où j'ai pris des notes pour raconter toutes ces audiences, et puis après, quand j'ai construit le livre, je suis passée par un personnage de fiction, parce que le livre n'est pas qu'un récit documentaire, même si toutes les affaires dont je parle dans le livre sont des affaires réelles auxquelles j'ai assisté, mais elles sont portées par un personnage totalement fictionnel qui s'appelle Bart, et qui est un homme qui, du jour au lendemain, décide de tout quitter, de quitter sa vie et d'aller vivre clandestinement, caché dans un faux plafond du palais de justice. Et c'est à travers ses yeux qu'on va découvrir toutes ces histoires, toutes ces affaires, et lui-même, il finira par lui arriver quelque chose, mais enfin, je ne vais pas on vous laisse le découvrir, voilà. Mais ce que vous dites, Joy, est important. Ce n'est pas qu'un livre documentaire, parce que comme on est là pour échanger, c'est intéressant. Quand il arrive, puisque ça, je vais parler de moi, désolé, mais qu'en tant que journaliste, on fasse des comptes rendus d'audience, d'une certaine manière, en lisant votre livre, on est, entre guillemets, jaloux de votre liberté, parce qu'en fait, vous avez la liberté de parler de tous les ressorts du personnage, tous ces aspects, même des détails, la façon dont l'avocate est habillée, on peut même déceler si c'est une jeune avocate, le procureur, comment il se comporte, alors que quand on est finalement dans une commande de presse, on va se focaliser sur une aspérité, un élément, et puis on va, avec un nombre de caractères limité, devoir rapporter. Là, vous aviez cette liberté. Et justement, à propos de cette liberté, bien, il y a une référence aussi qui peut venir, mais ce n'est encore une fois, comme vous l'avez dit, pas un livre documentaire. On sait, et peut-être que dans la salle, vous avez déjà vu ce documentaire, que Raymond Depardon s'était amusé, amusé entre guillemets, en tout cas à filmer des audiences. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit lui-même, j'ai filmé 169 cas, et il en a gardé qu'une dizaine à la fin. Donc il y a eu, c'est pas une censure, mais on ne peut pas tout mettre dans un documentaire. Vous, finalement, vous n'aviez aucune obligation de couper. Il y a la durée du roman, mais c'est vous qui fixez les règles du jeu. Bah oui, c'est la grande liberté du romancier. En effet, par rapport aux journalistes, comme vous venez de le dire, non seulement on n'a pas un nombre de signes limité, mais surtout on peut se permettre d'être de mauvaise foi.
Enfin, vous me direz qu'il y a des journalistes qui oui, ça peut arriver. Mais disons qu'on est tenu à aucune objectivité en tant qu'écrivain. On peut assumer pleinement sa subjectivité, ses affects, ses mauvais penchants, ses émotions. Donc voilà, la liberté est quasi absolue de ce point de vue-là. Et c'est vrai que, alors moi, j'ai mis quasiment toutes les affaires auxquelles j'ai assisté. J'en ai enlevé certaines parce que il y avait parfois des sentiments de répétition. Quand vous avez vu 15 procès pour trafic de stupéfiants, vous vous rendez compte qu'ils se ressemblent tous. Donc, pour ne pas ennuyer le lecteur aussi, je ne les ai pas toutes mises. Mais finalement, j'ai trouvé une espèce d'équilibre interne qui correspondait à ma propre fatigue, si je puis dire. Parce qu'en fait, j'ai passé donc 1 an à aller au tribunal. Et au bout d'1 an, j'en pouvais plus. Oui, parce que, en fait, alors déjà, c'est usant d'un point de vue émotionnel, parce que, comme le raconte le livre, la justice sait se montrer terriblement injuste et terriblement violente, en reproduisant, en accentuant les inégalités sociales. Enfin, il y a quelque chose de très dur dans l'exercice de la justice, donc c'est assez éprouvant. Et puis, il y a justement un sentiment de répétition, une espèce de machine qui traite toujours les mêmes profils sociaux, toujours les mêmes faits, d'une façon complètement mécanique, où on oublie justement la singularité des individus, et des peines s'appliquent comme dans un tableau Excel, et cette machine tourne comme ça, sans jamais vouloir s'arrêter. Et donc, cet effet de répétition, à un moment, il provoque aussi une lassitude, enfin chez l'observateur, en l'occurrence moi. Et donc, vraiment, au bout d'1 an, j'étais allée au bout, j'avais épuisé mes possibilités aussi d'être un témoin ouvert, attentif au spectacle de la justice. Il y a un moment, en fait, il y avait une forme de saturation. Et c'est pour ça que le livre fait, je ne sais pas, peut-être 280 pages et pas 950. Ouais. Alors, vous l'avez dit, ce roman, il raconte la justice au quotidien, et il y a ce personnage, Barthes, dont vous nous dites notamment « Barthes est heureux de ne pas avoir à juger, n'occuperait cette position pour rien au monde, et déjà dans sa vie d'avant, plaignait ses conseillers Pôle emploi qui, malgré toutes les bonnes intentions, et même s'ils s'en défendaient, se retrouvaient toujours, à un moment ou à un autre, acculés par la situation, leur rôle, les règles et les objectifs qu'on leur imposait, à juger le chômeur récalcitrant, défaitiste, sceptique, jugé défavorablement. C'est pourquoi, entre autres raisons, Barthes avait toujours préféré se tenir en retrait dans son bureau vitré. En retrait dans son bureau vitré. Très belle phrase qui sonne très bien. Mais alors, justement, quand on va voir ces audiences, est-ce qu'après, une fois revenu à la maison, vous allez passer à l'écriture, vous passez par le filtre de Barthes? Il faut dire aussi qu'évidemment, peut-être que vous l'aurez deviné dans la salle, Barthes, c'est une allusion. Il existe dans le roman, mais c'est une allusion à un personnage, un scribe d'un notaire new-yorkais, d'une nouvelle de Melville. Hein. Et sauf que Barthes est désarçonnant dans cette nouvelle de Melville, puisqu'il ne préfère ne pas. Donc il fait sécession avec le monde. Vous qui êtes dans la salle, vous imaginez, vous avez un collègue de bureau, un ami, et en fait, il est en retrait en permanence. Et là, vous choisissez de nous raconter cette justice du quotidien à travers ce Barthes. Donc on peut se demander, vous arrivez à la maison, vous avez pris vos notes, repéré, si j'ose dire, les audiences qui vous intéressent. Est-ce qu'après, vous devez, si j'ose dire, les retraduire dans le langage de Barthes? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on se dit que bon, il y a plusieurs acteurs dans ce livre. Oui, donc en effet, le personnage de Barthes qui porte le récit, c'est-à-dire qu'en fait, le livre alterne entre des récits d'audience à travers le regard de Barthes, et puis des courts chapitres où on voit Barthes organiser sa vie clandestine dans le palais de justice. Et en effet, Barthes est inspiré d'un très célèbre personnage de la littérature américaine et même de la littérature mondiale, Bartleby le Scribe, donc une nouvelle de Herman Melville, de la fin du 19e. Donc c'est un tout petit texte, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le lire, c'est assez formidable. Et donc cet employé de bureau Bartleby, dès que son patron lui demande quelque chose, répond toujours par cette formule devenue célèbre, je préférais ne pas. Donc c'est celui qui ne dit pas oui, mais qui ne dit pas non, et comme vous le disiez, qui en fait, qui échappe, qui esquive.
Donc j'avais en fait depuis longtemps envie d'écrire un roman qui réactive ce personnage mythique de la littérature et qui est un personnage qui plaît à beaucoup d'écrivains. C'est vraiment pas original d'avoir une passion pour Bartleby. Mais j'avais envie de faire une espèce de Bartleby du XXIe siècle. Et quand j'ai eu ce désir de faire un livre sur la justice, je me suis dit que c'était le moment en fait de le faire monter sur la scène, quoi. Je trouvais qu'il correspondait bien à la manière dont je voulais opposer justement un personnage dans une espèce de révolte silencieuse face à la machine judiciaire. Alors, sur cette histoire de projection dans le personnage, déjà, quand je rentrais le soir, j'écrivais pas en fait, quand je fais des livres d'immersion, je fais d'abord une période d'immersion, donc là en l'occurrence 1 an d'immersion, ce que j'avais fait pour mon livre précédent qui s'appelle À la folie, où c'est le récit d'une immersion dans un hôpital psychiatrique, où cette fois c'est pas du tout romancé, c'est vraiment un livre purement documentaire où je me mets en scène dans le livre. Et donc dans les 2 cas, d'abord je fais 1 an d'immersion et je prends des notes, mais je ne commence pas à rédiger parce que justement je me dis qu'il est trop tôt, que je suis encore en train de vivre l'expérience, que je suis encore dans une obscurité, en fait, que je ne sais pas encore très bien où je vais, que je ne comprends pas encore très bien tous les rouages des machines auxquelles je me confronte. Donc pendant 1 an, j'ai pris des notes, et puis il y a eu ensuite une deuxième phase, qui a duré aussi 1 an, qui est la phase d'écriture. Et là, en effet, je trouvais ça assez pratique, on pourrait presque dire, de me projeter dans Barthes. Parce que Barthes, c'est une espèce de version idéale de l'écrivain. C'est-à-dire que dans mon livre, Barthes, comme je disais, il quitte tout, son boulot, son appartement, il se débarrasse de sa carte d'identité, donc il quitte même son identité, et il disparaît dans les combles du palais de justice. Et donc Barthes, il sacrifie tout pour être un témoin des yeux et des oreilles sur les bancs du palais de justice. Et finalement, il est une espèce de projection idéale de l'écrivain. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu le courage de tout sacrifier, de passer mes jours et mes nuits au palais de justice, d'être absolument résorbé entièrement dans cette activité de témoin. Et donc Barthes, c'est une espèce de projection idéale de moi. Moi, j'ai continué à avoir ma petite vie tranquille, et lui est allé au bout de l'expérience d'une certaine façon. Et puis Barthes, c'est celui... ce qui était bien avec ce personnage, c'est qu'au début, il est complètement naïf, il essaye d'avoir le moins de préjugés possible, il veut juste écouter, voir, et puis petit à petit, il comprend en fait les mécanismes de la justice, il comprend l'inégalité au travail, il comprend la violence, il comprend les mécanismes, et donc il va perdre petit à petit sa candeur, et finalement, il témoigne aussi de mon cheminement psychologique et moral, mais le fait de le projeter dans un personnage, ça donne beaucoup plus de liberté, parce que le lecteur ne se dit pas que c'est juste ma subjectivité à moi, et donc ça permet de ne pas complètement confondre le personnage et l'auteur, et me projeter dans Barthes, qui est en plus un personnage qui ne me ressemble pas du tout, qui est un petit homme gris dans un costume, qui se nourrit juste de café au lait, très chétif, très taiseux, etc. Voilà, ça me permettait en fait d'avoir un éventail aussi psychologique et moral plus large que si je m'en étais tenu à mes simples impressions. Et puis ça me permet aussi de faire porter à un personnage de fiction un discours qui politiquement peut sembler à certains assez radical, une critique assez virulente du système judiciaire, parce que le livre procède aussi à ça. Et donc, quand vous déléguez finalement la révolte que vous ressentez, la critique que vous voulez faire du système judiciaire à un personnage de fiction qui est très romanesque pour le coup, qui ne me ressemble pas du tout, ça vous donne plus de liberté en fait. Heureusement que Barthes n'était pas l'écrivain du livre, parce que si on l'avait invité à Laval, il aurait dit « je ne préférerais mieux pas », et donc il serait venu, mais il n'aurait pas parlé. On aurait pu lui offrir du café au lait, cela dit. En tout cas, ce Barthes, il nous fait apercevoir un élément. Vous avez employé la formule, vous aviez parlé, pas forcément spécifiquement à l'adresse de ce livre, mais de dérèglement du langage, en tout cas de ce langage qui se dérègle. Et c'est vrai que, bon, au départ, on ne fait pas attention, on a pu se rendre dans des palais de justice, on a l'impression que quelque part, la science juridique protège le langage, et puis on s'aperçoit que non. Et alors, justement, par exemple, vous mettez en avance le fameux donc, par exemple. On va employer un donc. Ça veut dire quoi? Donc plus un nombre d'années de prison. C'est ce que vous écrivez. Quel est le sens de cette équation? Parti en Syrie, donc, en italique, 10 ans. Et d'ailleurs, vous dites, Barthes, la logique lui semble suspecte.
Donc ça veut dire qu'au bout d'un certain temps de cette année, moi je préfère le terme de mise au point, c'est comme plus qu'immersion, c'est-à-dire qu'on a une vision de la justice et vous nous aidez à enlever certains filtres. Bon, c'est une vision toute personnelle. Vous avez petit à petit pris conscience, peut-être du fait de la répétition, de venir toutes les semaines, que le langage, moi je parle de dérèglement du langage en vous plagiant honteusement, mais en tout cas que ce langage, c'est vrai, il est une machine, j'allais dire, redoutable. Oui, c'est-à-dire que ce qui est frappant quand on passe du temps à assister à des procès, c'est l'illusion de la rationalité. C'est-à-dire que l'exercice de la justice avec un grand J, se présente comme le lieu même de la rationalité, de la raison, de la logique. C'est la froideur du droit, c'est la logique du droit, c'est quelque chose d'incontestable. Et on l'imagine comme le lieu de la plus pure rationalité. Et finalement, quand vous écoutez des dizaines et des dizaines de verdicts et que vous entendez, bon, vous avez essayé de partir en Syrie, donc ce sera 10 ans de prison, vous avez vendu tant de grammes de cannabis, donc ce sera 1 an de prison. Et en fait, au fur et à mesure de l'entendre, il y a quelque chose qui commence à vous agacer un peu l'oreille. Vous vous dites, mais en fait, ce donc, est-ce qu'il est vraiment rationnel ? Pourquoi Syrie égale 10 ans ? Pourquoi est-ce que cannabis égale 1 an ? Pourquoi est-ce que telle malversation financière égale 6 mois ? Et ce donc asséné, qui est vraiment une espèce de pivot logique dans la langue française, asséné comme ça, du haut d'une estrade, dans une robe de magistrat, avec l'autorité que confère le droit, on semble ne pas pouvoir le contester. Or, il y a évidemment une part d'arbitraire. Ces 10 ans, ça pourrait être 4, ça pourrait être 22. Et je trouvais ça intéressant aussi de montrer que la rationalité est une illusion dans toutes les activités humaines, quelles qu'elles soient. C'est toujours un leurre, finalement, cette rationalité, mais on est obligé de l'imposer pour que la société tienne d'une certaine façon. Et puis j'avais envie de montrer aussi que la justice, en tant qu'institution, elle est traversée par des passions. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les individus qui sont traversés par des passions, des émotions, des sentiments. Les institutions, l'État lui-même, il est traversé par des passions. Et en fait, les juges, ils ne se contentent pas d'appliquer le droit, ils sont humains. Donc il y a des juges épuisés, il y a des juges agacés, il y a des juges empathiques, il y a des juges partisans, il y a des juges de mauvaise foi. Et donc il n'y a pas de rationalité de la justice, il y a des individus qui disparaissent derrière la robe, derrière la fonction, mais en fait, il y a quelque chose de passionnel. Et je parle à un moment dans le livre de l'affect de la vengeance. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on a inventé la justice ? Pour justement sortir de la vengeance interpersonnelle. Avant que l'institution judiciaire existe, on se vengeait entre individus. On a inventé la justice pour sortir la vengeance en fait, des rapports individuels, mais en réalité, la vengeance, on ne l'a pas éteinte. C'est un sentiment qui est impossible à... Je veux dire, autant anéantir l'humanité si on veut anéantir la vengeance. Donc la vengeance, elle est passée du côté de l'institution. C'est comme quand on parle de la violence légitime de l'État, c'est-à-dire que ce qui fait partie des sentiments les plus partagés par les humains devient en fait un outil de l'État et qui nous fait croire que tout ça est sous contrôle et tout ça est rationnel. Et en fait, pas du tout. Moi, j'ai vu des juges animés d'un esprit de vengeance plus que d'un esprit de justice. Alors, c'est pas du tout pour attaquer les juges. Je parle, c'est l'institution qui les met dans cette position-là. Et puis, il ne s'agit pas de dire c'est dégueulasse et on pourrait faire autrement. Peut-être qu'on ne peut pas faire autrement. Il s'agit de dire regardons les affects au travail. C'est pas tant pour les dénoncer, c'est pour regarder avec vérité les ressorts de l'État et du fonctionnement des institutions. Et je pense qu'on irait mieux si la justice acceptait de dire, eh bien oui, il y a un sentiment de vengeance dans la peine, et il y aurait quelque chose de plus vrai. Je ne pense pas qu'on puisse sortir de la vengeance, mais je pense que c'est bien de la regarder en face. C'est à ça que sert la littérature aussi. Regardez en face, vous le dites, Joy, et peut-être que ça va vous donner des raisons supplémentaires de lire les livres, mais il y a des moments où vous nous, et c'est positif quand je dis ça, en tout cas à mes yeux, on est là pour être subjectif, vous nous mettez en évidence des réalités, et notamment dans le témoin, quelque chose qui n'est pas forcément su. Moi, dans une facilité, je disais c'est un scoop, mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Vous écrivez
Au premier temps de son séjour au palais, Barthes aurait été stupéfié par la peine requise. Aujourd'hui, il s'attendait à davantage de sévérité encore, ayant appris que les délits les plus sévèrement réprimés, et c'est sur ce point-là en fait que je voulais insister, écoutez bien, les délits les plus sévèrement réprimés sont ceux qui ne font aucune victime directe. Vous avez bien entendu, les délits les plus sévèrement réprimés sont ceux qui ne font aucune victime directe, que la majorité des faits jugés passibles de 10 ans de prison est liée à ce petit trafic de stupéfiants, délit pourtant sans violence, sans commune mesure avec la part la plus tragique de nos actes, mais délit rentable au regard de la pénurie de moyens. Et alors, quand on lit ces quelques lignes, on s'arrête, on se demande si on a bien lu. Ça veut dire que c'est ce que vous évoquiez, et encore une fois, ce n'est pas une critique manichéenne, hein, puisqu'on prend cette réalité, et, vous nous l'offrez, et chacun peut trouver normal, comme vous l'avez dit, ça n'empêche pas l'esprit critique, mais c'est assez, sans mauvais jeu de mots, pardon, stupéfiant, voilà, bravo, j'ai fait le jeu de mots, j'espère que vous auriez été sensible, de se rendre compte que finalement, on va condamner des gens qui ont certes commis un délit, mais il n'y a pas de victime directe à part eux-mêmes. Ça a dû être... Oui, la grande majorité des peines prononcées et même des détenus dans les prisons surpeuplées, comme on le sait, le sont pour des trafics de stupéfiants, trafic qui en effet n'engendre pas de victimes directes, au sens où trafic sans violence, sans meurtre, sans atteinte aux personnes, etc. Alors après, on peut dire que le trafic de drogue fait des victimes en France. On voit bien des guetteurs de 14 ans qui se font assassiner. Mais disons que dans le délit jugé d'un trafic de cannabis, il n'y a pas de victimes directes. Mais le procédé de la justice, c'est justement de dire que c'est l'État qui est victime. C'est aussi ça qui pose question quand on assiste à un procès, c'est que, alors, en dehors du trafic de stupéfiants, où il n'y a pas de victime directe, vous assistez, j'ai assisté à un procès où je crois qu'un touriste s'était fait voler à Paris, une terrasse de café, s'était fait voler son sac. Je ne sais plus si je le raconte celui-là, mais et donc le type est rattrapé, donc il y a une audience, et puis finalement celui qui est la victime, le type qui s'est fait voler son sac, enfin qui l'a récupéré finalement, ne veut plus porter plainte, c'est-à-dire ne veut plus se positionner comme victime en disant bon, tant pis, c'est un pauvre type, je pardonne, voilà. Il ne veut plus se positionner comme victime, donc il veut sortir en fait de la scène judiciaire. Mais là, l'État intervient, incarné par le procureur de la République, cette figure centrale de la scène judiciaire. Le procureur de la République représente la société, représente l'État, représente les intérêts de la société. Et donc, même si la victime se retire, l'État dit « Ah non, il y a une deuxième victime, c'est l'État, c'est la société tout entière. » Victime tout à fait abstraite, au contour imprécis. Mais donc c'est nous en plus cet État. Ça peut être nous, c'est nous tous. Voilà, nous sommes victimes au même titre que le touriste qui s'est fait voler son sac. Et donc voilà, la société tout entière est déclarée victime de cet acte. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose quand même à interroger, parce qu'il y a quelque chose d'assez abstrait. Et si une victime directe, justement, ne veut plus porter plainte, ça peut être compliqué pour elle que l'État finalement se substitue en disant mais si, il y a quand même une victime, avec l'idée qu'il faut absolument qu'il y ait une victime et il faut absolument qu'il y ait un châtiment et qu'on ne peut pas échapper voilà, à cette scène judiciaire comme je le disais. Donc il y a plein de c'est ça qui est intéressant dans la littérature d'immersion, si je puis dire, c'est que comme on prend le temps d'assister aux situations, quand on y va pendant un an, eh bien, à force de répétition, tout d'un coup, il y a des choses qui vous apparaissent, qui dissonnent, on se dit c'est bizarre. Et c'est vrai que au début, j'y prêtais pas vraiment attention à cette place du procureur. Et puis petit à petit, justement, quand je voyais que des victimes elles-mêmes disaient bon, finalement, je laisse tomber, en gros, et que le procureur était là, non, il faut continuer l'action judiciaire. Je me disais mais il y a quelque chose de bizarre parce que finalement. On parle beaucoup de ce statut de la victime, justement. Qu'est-ce que ça veut dire être une victime ? On l'a beaucoup
On a beaucoup parlé en plus ces dernières années autour du mouvement MeToo, des violences sexuelles et sexistes faites aux femmes, etc. Et de ce statut de la victime, comment les femmes se sentent victimes ou pas. Et je trouve que c'est important de défendre le statut de victime, mais aussi qu'on puisse en sortir et que certains, en fonction de leur tempérament, leur histoire, voilà, leur profil, veuillent sortir de ce statut-là, mais finalement l'État ne leur permet pas. Et il faut dire aussi, vous parliez du rôle du procureur, et vous l'imaginez bien vous aussi qui êtes avec nous aujourd'hui dans cette salle, c'est qu'il y a une scénographie de la justice, hein. Là, il y aurait le procureur, là, on serait à la place du juge, il y a les assesseurs, vous seriez les témoins, il y a l'avocat de la défense, l'avocat qui, effectivement, va lancer l'action. Donc ça influe beaucoup aussi. La façon de se placer. On n'est pas là par hasard. Ah ben oui, c'est un théâtre très, très formel. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a l'estrade, donc les juges sont en hauteur. Hein. Nous, on n'est pas en estrade, vous voyez, on est à votre niveau. Et puis chacun a sa place, chacun a sa tenue, chacun a son vocabulaire, ses effets de manche. Enfin, tout ça est extrêmement théâtralisé. Et en fait, on ne peut pas du tout sortir du formalisme juridique. On ne peut pas sortir de cette langue. On ne peut pas enlever sa robe. On ne peut pas changer de place sur l'estrade. Alors ça fait partie aussi de la mise en scène symbolique qui permet de signifier qu'on sort du temps et de l'espace justement du quotidien et de la société, quoi. On s'abstrait de la vie habituelle, courante, banale, et donc on est dans cette salle et on endosse des rôles. Donc ça, c'est le côté solennel de la justice qui est sans doute nécessaire pour que quelque chose de formel puisse être mis en place et pour que l'autorité soit respectée. Mais ça a aussi quelque chose de la pièce de théâtre, c'est-à-dire aussi de la fiction, c'est-à-dire aussi de la représentation. Et parfois, on sent que... moi, j'ai pu parler à des avocats justement fatigués du métier et fatigués de jouer ce rôle-là. Et donc, parfois, on sent transparaître justement derrière le vêtement de scène, on sent transparaître des agacements, des fatigues, comme un acteur sur scène, par exemple, pourrait se laisser déborder par son émotion en disant son texte, et puis tout d'un coup se mettre à pleurer ou à rire, parce qu'il ne maîtriserait plus son émotion personnelle. Et parfois, j'ai vu ça. C'est assez troublant. Et en même temps, c'est assez rassurant aussi de voir que parfois l'humanité déborde justement le jeu. Elle peut arriver au moment où on ne s'y attend pas forcément. Il y a un autre élément aussi, puisque vous disiez, j'ai parlé avec des avocats, alors toute confession faite, moi aussi j'ai parlé avec quelques amis avocats, et il y a une chose qui est assez... encore une fois, c'est des petits coups de poing, des déstabilisations positives quand j'en parle. Et je pense à un ami avocat qui me disait, tu sais, il traite des cas, la justice du tout venant, il me dit, il y a des problèmes judiciaires qui pourrissent la vie des gens, c'est-à-dire qu'ils y pensent matin, midi et soir, ils ne vivent que pour ça, même des choses pas très importantes. Et vous mettez en avant quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en fait, sauf cas exceptionnel, devant les juges, dans la salle d'audience, ça passe très vite. C'est-à-dire qu'on n'a que quelques minutes pour raconter son histoire. Vous le dites très bien, notamment à ce moment-là, en décrivant une scène, le président l'interrompt, l'avocat, le président l'interrompt, la presse déjà d'abréger sa plaidoirie, d'autres affaires attendent, maître, mais la jeune avocate, pas encore essorée par la tâche immense et ingrate, sait qu'elle n'évitera pas la prison à son client. Alors entend au moins le gratifier d'une belle défense, dire quelque chose, puisqu'elle n'a que ça, parler, même si un long temps de parole est souvent inversement proportionnel au poids de son discours dans la décision finale. Ça aussi, ça a dû être surprenant de voir que tout s'enchaîne à une telle vitesse, on a des objectifs, la journée passe vite, on ne veut pas finir trop tard, même si on finit déjà tard en plus. Oui. C'est que la justice, comme la plupart des institutions de ce pays, manque de moyens, manque de personnel, est débordée. Enfin voilà, on sait qu'on manque de tout, hein, de juges, de profs, de policiers, et donc face à ce manque de moyens de la justice, les audiences vont très très vite. Alors moi, les premières audiences que j'ai faites, c'était de la comparution immédiate, donc des gens qui viennent directement de garde à vue et qui étaient jugés en moyenne en 3 minutes.
3 minutes, donc 180 secondes. 3 minutes, quoi, c'est le temps d'une chanson, en gros. Voilà, exactement. Et donc, avec les réquisitions du procureur, le parcours de personnalité, après la défense de l'avocat, enfin tout ça en 3 minutes. Et parfois face à je dis des hommes parce que dans 99% des cas sont des hommes, très souvent qui maîtrisent mal le français, qui sont d'origine étrangère, qui sont extrêmement mal insérés, qui n'ont pas de boulot et qui comprennent à peine ce qui se passe. Parce qu'en plus, je voyais ces hommes qui maîtrisent très très mal le français et alors encore moins la langue juridique obscure des juges que même moi j'avais du mal à comprendre. Donc ça, pour le coup c'est une pure mascarade à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on fait semblant de rendre la justice et on est censé individualiser quand même la peine. On est censé prendre en compte l'individu qu'on a devant soi, donc son histoire, son parcours, ce qu'il a dans la tête, etc. Et évidemment, dans cette justice d'abattage, ça n'a pas lieu. Donc ça, c'est extrêmement violent. Après, je pense que c'est aussi propre à Paris, même si on voit ça dans d'autres villes, mais évidemment que vous imaginez qu'à Paris, la machine judiciaire a beaucoup plus de cas à traiter. Mais en tout cas, ça dit quelque chose du dysfonctionnement de la justice. Et moi, ce qui m'intéressait aussi en faisant ce livre, parce que on ne va pas croire que c'est un essai sur la justice, hein, certainement pas. Pour moi, c'est vraiment un livre de littérature. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi de faire entendre des voix, de faire voir des corps, des attitudes, de faire résonner des histoires personnelles, des histoires singulières. Voilà, par exemple, des femmes qui sont revenues de Syrie, où j'essaye de comprendre leur parcours, comment elles en sont venues là. Donc ça, c'est aussi, pour moi, la vertu de la littérature à cet endroit-là, c'est-à-dire que face à la justice, où finalement on n'a plus le temps, plus les moyens d'individualiser les profils, enfin de regarder les existences de chacun, où en fait c'est des sociotypes, quoi, on pourrait dire. La littérature vient remettre de la singularité, vient remettre de l'humain, vient décrire une parole, un geste, une façon de se tenir, une histoire personnelle, et c'est aussi ce que j'ai voulu faire dans le livre, faire apparaître, même si c'est très rapidement esquissé, faire apparaître quand même les singularités pour les sortir de la répétition de la machine qui traite à 90% à Paris, dans ce que j'ai vu en tout cas, des hommes d'origine arabe, hein, pour le dire de manière très, très claire, quoi, et qui serait une espèce de type qui se répète comme si c'était toujours le même homme, de la même origine, avec les mêmes problèmes sociaux. Et voilà, donc moi je voulais remettre un peu de la singularité. Et effectivement, vous faites bien de le souligner, Joy, ce n'est pas un essai, puisque justement, vous pouvez saisir ces singularités, et on n'est pas dans une théorisation du « il faudrait mieux ». Et justement, vous avez raconté la justice de façon romanesque dans Le Témoin, où vous étiez effectivement témoin, au sens, non pas d'un procès, mais vous vous installiez dans la salle d'audience. C'était devait être dur des fois pour le dos, non, je suppose, parce que c'était sportif. Et à la différence de cet autre livre que vous avez évoqué, À la folie, où là, vous allez, on ne connaît pas l'endroit, mais vous rentrez dans une structure psychiatrique, mais sauf que vous allez nouer contact, discuter avec les différents acteurs de cet univers psychiatrique. Et vous avez eu d'autres livres d'immersion, mais en particulier dans À la folie et dans Le Témoin. Est-ce que vous êtes remémoré quelques influences qui peuvent paraître lointaines, mais qui font partie de vous aussi? Je pense au rap et à Suprême NTM. Donc c'est un groupe de rap. Je ne sais pas si les gens de la salle ont déjà écouté, mais il y a une forme de rage. Il y a une chanson, je crois que c'était Le Monde de demain, où les gens tournent le dos aux problèmes sociaux, aux problèmes cruciaux qui asphyxient la jeunesse. Pourquoi? Parce que la référence m'est venue, mais je ne savais pas que vous aviez des accointances avec ce groupe. Donc c'est drôle de voir une forme de colère, mais le mot colère peut être mal compris, parce qu'on dirait en colère, ça ne sert à rien. Mais voilà, un sentiment. Est-ce que vous avez pensé à cette façon aussi de raconter la réalité, qui est le rap et l'influence qu'a eu Suprême NTM? On peut aimer ou ne pas aimer, mais en tout cas, ça dit quelque chose, comme on dit, de notre société, ou peut-être que voilà, c'était lointain. Et... Non, c'est pas anodin. C'est vrai qu'il se trouve que quand j'étais
adolescente à la fin des années 80, j'écoutais du rap. C'était le début du rap en France, en particulier avec le groupe NTM, le groupe IAM à Marseille. Voilà, c'était le début du rap français. Et moi, c'est la musique que j'écoutais. La musique qu'on écoute adolescent, elle nous forge, évidemment. Et c'est vrai que c'est une musique de la révolte, et puis surtout c'est une musique de la chronique sociale. Donc à l'époque je ne voulais pas être écrivain et je n'imaginais pas le devenir, mais c'est évident que d'avoir écouté du rap m'a sans doute autant forgé que d'avoir lu Stevenson ou Jack London, ou je ne sais pas. Donc il y avait sans doute une espèce d'attention comme ça au monde social qui était là. Et puis surtout ce que j'aime aussi beaucoup dans le rap, enfin, dans un certain rap, c'est ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire un rythme, une scansion, une façon voilà, d'articuler la langue française que je trouve assez heurtée, assez précipitée, que je trouvais intéressante d'un point de vue sonore, quoi. Et donc j'ai écrit un livre sur le groupe NTM, qui est mon deuxième livre, qui a été publié en 2007. Donc ça date, voilà, ça s'appelle Du bruit, où donc je raconte un peu ma jeunesse avec ce groupe, et puis la question du rap, de ce que ça a fait à la société. Donc c'est forcément toujours là dans un coin de ma tête. Mais c'est vrai que pour À la folie, donc, qui est le livre précédent, donc, où là je passe un an dans un service psychiatrique fermé, donc avec que des patients hospitalisés sous contrainte, donc contre leur volonté, des pathologies assez lourdes. C'était dans un hôpital en banlieue parisienne. Et là, j'y allais pas, comme pour la justice, j'y allais pas avec l'idée qu'il fallait que je dénonce quelque chose. Alors je savais que la psychiatrie allait très mal. Hein. Enfin, il suffit d'ouvrir un journal ou d'allumer la radio pour en avoir l'information. Donc je m'attendais à trouver des difficultés. Mais là aussi, j'avais envie de faire entendre des voix, de faire apparaître des corps et de raconter comment, malgré toute la souffrance et toute la violence, il y a quelque chose de la vie qui surnage toujours. Et donc ce livre, pour le coup, il est plus en effet une galerie de portraits, à la fois des patients et des soignants. Et contrairement aux témoins, où je ne suis que témoin, je n'interagis pas, je suis assise sur un banc. Dans À la folie, en fait, je vis vraiment avec les patients et les soignants, je mange avec eux, je discute avec eux, je fume des clopes avec eux. Voilà, il y a des liens qui se nouent, et donc je chronique finalement la vie d'un service psychiatrique à travers ces patients, ces soignants. Je parle aussi un petit peu de la situation de la psychiatrie en France, mais voilà, je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui fasse voir là aussi des singularités, quoi, parce que quand on parle de la psychiatrie, la justice, et on essentialise, voilà, sans rien et puis voir. on englobe. En fait, qu'est-ce qui distingue la littérature de tous les autres régimes de discours, en particulier le régime du discours politique, qui est pour moi le contraire de la littérature. Un politique parle toujours, de manière générale, dira toujours les Français. D'ailleurs, les Français pensent que, les Français veulent ceci, les Français veulent cela. Moi, ça me fait toujours très très mal aux oreilles. Je pense que c'est factuellement inexact de prononcer une phrase comme ça. Et la littérature, c'est justement ce qui va contre et qui resingularise et qui dit les Français, ça n'existe pas, mais je peux modestement aller parler à tel ou tel Français et faire entendre quelque chose, avec justement aucune prétention au discours d'autorité, où la littérature n'a pas la prétention d'établir une vérité, elle a juste la prétention de faire entendre, voilà, des singularités. Et c'est vrai que pour moi, écrire sur la justice ou la psychiatrie, c'était aussi contrer ces espèces de discours généralistes, abstraits, qui parlent à la place des gens, par ailleurs, pour de manière plus artisanale faire entendre quelques-uns qui ne sont pas les porte-parole de tous, mais au moins c'est incarné, mais au moins il y a de la vie qui s'entend. Et puisqu'on aborde le sujet, il y a un élément important. On a parlé de littérature qui nous raconte une partie du réel, mais vous n'êtes pas, sauf erreur de ma part, écrivain à dire que vous appréciez ces politiques qui tout d'un coup, comment dire, se gavent de littérature. Vous voyez ce que je veux dire? Un discours où on va utiliser de la littérature à outrance, un peu comme un expédient peut-être pour masquer l'inaction. Vous n'êtes pas du tout... parce que parfois on entend, il y a cette espèce de tendance à glorifier un discours politique qui serait très dans la littérature, sauf que tout ça, c'est ce que je crois comprendre de ce que vous pensez. En tout cas, c'est que tout ça, ça masque l'action en fait, en vérité. Il y a un moment où la littérature doit rester à sa place et le politique doit agir.
Déjà, je pense que les hommes politiques ne lisent pas de littérature, donc ça, on n'est pas... Voilà, donc s'il y en a dans la salle, non, il n'y en a pas. On n'est pas inquiet de ce point de vue-là. On n'entend jamais un... C'est vrai. Bon, voilà. Donc, ils ne lisent pas de littérature. Sans doute, s'ils le faisaient, ils diraient moins de conneries. Donc, voilà. Après, la politique... moi, m'apparaît de moins en moins comme un régime d'action. La politique est un régime de parole. Enfin, faire de la politique, c'est essentiellement parler. On voit bien ce que c'est qu'une campagne politique, par exemple, c'est tenir des promesses, comme on dit, qui n'engagent que ceux qui y croient. Voilà, donc c'est essentiellement, en fait, du verbe, hein, la politique. Les actions sont toujours à la marge, et puis toujours révocables, toujours amendables, jamais définitives. Donc pour moi, je ne pourrais même pas dire que la littérature est un régime de parole et la politique un régime d'action, parce que la politique me paraît être aussi un régime de parole absolument vide et creux. Mais la politique, il y a évidemment qu'il y a des actions, mais qui sont tout à fait minimes par rapport à tout ce qu'on entend comme discours. Donc je dirais plutôt que la littérature et la politique sont plutôt deux formes de discours qui s'affrontent, et que la littérature est une espèce de contrepoison ou d'antidote, mais pas seulement au discours politique. Je pense au discours de la communication, au discours marketing. Au factice, en fait. Voilà, à tous ces discours qui déjà tourne autour d'un vocabulaire d'une 50aine de mots, qui ne renvoie à aucune réalité, qui s'agence toujours de la même façon, qui justement ne singularise jamais. Mais voilà, c'est pas seulement la politique, ce sont tous les discours produits aussi par le capitalisme. Alors, je dis pas ça d'une manière polémique, je veux dire, c'est le régime dans lequel nous vivons, et c'est lui qui engendre le discours du développement personnel, comme je disais, du marketing, du management, etc. Toutes ces langues qui, en fait, sont autoréférencées, qui ne renvoient qu'à elles-mêmes et à leur propre discours, et pas du tout aux existences sociales singulières. Les unes à côté des autres, oui. Alors, sans d'ailleurs embrancher, si j'ose dire, ou nouer de liens avec ce langage factice, vous pouvez poser vos questions dans un langage tout à fait accessible. Mais effectivement, la vertu de la littérature, et vous le montrez bien à la folie, c'est de dire les choses. Et il y a cette page 137, le chiffre, moi qui m'a beaucoup impressionné. Alors évidemment, on rentre dans le livre, et si vous ne l'avez pas encore lu, vous rentrerez dans ce pavillon psychiatrique. On fait connaissance avec les malades, avec les soignants. Il y a des situations complètement incroyables, à la fois de gens qu'on ne pourra jamais soigner, de gens qui vont en psychiatrie parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, hein, il faut le dire. Et à un moment, vous osez poser la question que tout le monde se pose. Vous demandez à un médecin, qu'est-ce que la folie ? Et je trouve que la réponse, elle est extraordinaire, la réponse qu'il vous fait. Le médecin répond, le fou est celui qui prend la réalité en pleine gueule. La plus petite parcelle de matière fond sur lui comme une météorite en feu, une goutte de pluie et d'acide, une poussière du poison, un coup d'œil, un coup de poignard. Rien ne le protège, tout fait violence, les traits se déforment sous l'impulsion d'une parole anodine. Le monde, les autres, les couleurs, etc., etc. Or vous, en étant relativement sensé, vous l'avez pris, vous, cette réalité en pleine figure, que ce soit dans La Folie ou finalement dans Le Témoin, mais encore plus dans La Folie, puisque vous êtes au contact du personnel soignant, au contact des malades. Comment, vous allez me dire que c'était volontaire et que vous avez choisi d'y aller, mais quand même, comment on s'en remet? Vous disiez tout à l'heure qu'il y a un temps, une fois que vous avez pris vos notes, en tout cas pour Le Témoin, vous aviez attendu avant d'écrire. Pour À la Folie, c'était la même chose, parce que là, il y a encore le fait que vous avez connu des cas personnels. Vous racontez même un moment avoir croisé dans la rue un malade à qui vous n'avez pas qui s'était enfui. Donc, vous êtes en train d'écrire un livre qui reste un roman, avec des personnages qui peuvent rester dans le roman, et là, vous êtes, sans vous y attendre, à croiser quelqu'un qui est dans votre roman. Donc, c'est pas évident. Oui, d'ailleurs, en fait, il y avait une alerte pendant la journée à l'hôpital. Il s'était enfui, ce patient, un schizophrène quand même très, très mal. Et donc moi, le soir, après ma journée à l'hôpital, je rentre chez moi. Je prends le RER pour rentrer à Paris où j'habite. Et en fait, je le vois sur le quai. Oui, et à un instant, je me dis, merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je préviens l'hôpital?
En même temps, c'est pas mon rôle. Enfin, j'ai eu un moment d'hésitation et puis finalement, j'ai rien fait. Et je sais qu'il a réintégré l'hôpital le lendemain. Mais c'est surtout que, oui, en fait, dans ce livre, il est rentré dans ma vie. Ça illustre le fait que ce livre est rentré dans ma vie beaucoup plus que tous les autres livres que j'ai écrits. Ça fait 20 ans que je publie des livres, et celui-là, évidemment, il a une place particulière parce que ça a été évidemment une expérience humaine et émotive très très forte. Voilà, j'ai noué des relations avec ces patients qui étaient tous extrêmement malades, certains qui n'allaient jamais sortir de psychiatrie, qui avaient tous évidemment des parcours de vie extrêmement difficiles, et c'est un euphémisme. Et il y a eu de l'attachement, et c'est évidemment très très fort émotionnellement d'être dans un lieu comme ça. Alors moi, en effet, la définition du médecin, qui est de dire finalement, le fou, c'est celui qui n'a plus de filtre entre la réalité et ses émotions et ses sensations. Alors moi, j'avais un filtre finalement assez puissant qui me protégeait, qui était la littérature. C'est-à-dire que j'allais là-bas pour écrire un livre, quoi. J'avais un objectif, j'avais quelque chose à faire. J'étais pas juste là pour être avec les patients et les soignants. Et donc tout ce que je vivais, ressentais, voyais, je savais que c'était pour servir le livre. Donc ce filtre-là a fait que j'ai pas été trop atteinte, même si parfois j'étais quand même très bouleversée, qu'il y avait des moments où c'était difficile. Et les gens que j'ai connus là-bas, alors j'ai écrit ce livre, l'immersion dans le pavillon psychiatrique, c'était avant le Covid, donc c'était avant 2020. Donc, vous voyez, ça date un peu. Et je continue à penser à eux très régulièrement. Encore maintenant. Ouais, je pense à eux. Enfin, c'est quelque chose qui est encore très présent, alors que j'ai fait un autre livre depuis, Le Témoin, que là je travaille sur encore un autre. Mais je pense que ce sont des expériences, oui, qui marquent. Et puis il se trouve en plus que, après avoir écrit ce livre, j'ai été beaucoup sollicitée justement par les milieux psychiatriques, par une psychiatrie humaniste justement, qui essaye de lutter contre la déshumanisation de la psychiatrie. Il y a encore des médecins, des unités psychiatriques qui essayent de sauver cette conception humaine de la médecine. Et donc j'ai été beaucoup sollicitée en France, en Belgique aussi, pour participer à des ateliers, pour aller à des colloques. J'ai fait des ateliers d'écriture dans des unités psychiatriques. Je fais régulièrement des interventions. En fait, c'est resté un peu dans ma vie maintenant d'une façon un peu plus militante. Donc voilà, ce livre, il a une place particulière dans mon parcours, et je pense que ça restera toujours assez, voilà, un livre avec lequel j'ai une relation très proche et qui me tient vraiment à cœur. Et est-ce que quand on est dans cette écriture, donc cette lecture du réel, on apprend aussi des choses sur soi? C'est-à-dire qu'il y a des situations où on se dit non, je ne pourrais pas tenir, on a tous des limites, et on est parfois, notamment en psychiatrie, dans ce dépassement des limites. Alors, je ne dis pas ça en forme d'exploit, c'est extraordinaire, vous avez une médaille, mais parce que de fait, on est confronté à des réalités qui sont là, avec des vraies personnes. Il n'y a pas de factice, que ce soit au tribunal ou... Voilà, c'est des vrais destins. Et il y a des moments où voilà, on est un peu on lutte contre soi-même, on recule ses limites pour garder, je ne sais pas, sa maîtrise émotionnelle, pour ne pas prendre parti, pour... Je dirais que c'est presque l'inverse, en fait, que c'est plutôt... Il y a un courant de la psychiatrie qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle, qui était très active, qui est née pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été très active après jusqu'aux années 70 à peu près, et qui était justement pour... sortir les rapports d'autorité de l'hôpital et avoir justement une psychiatrie où il y a plus d'égalité entre les patients et les soignants, on fait des choses ensemble, où on ouvre sur la société. Bon. Et il y a une expression qu'utilisait Lucien Bonafé, qui est un des grands psychiatres de la psychothérapie institutionnelle. Il parlait du potentiel soignant contenu dans le peuple, qui était une façon de dire, en fait, nous sommes tous potentiellement des soignants de la folie, des fous. Et j'emploie fou avec beaucoup de tendresse, hein, c'est pas stigmatisant dans
dans ma bouche. Et en fait, c'est plutôt ça que je me suis dit quand j'étais là-bas, c'est que on pouvait tous être soignants. Et moi, d'ailleurs, au bout d'un an, je me retrouvais comme ils étaient en sous-effectif comme d'habitude, je me retrouvais à emmener des patients faire la pause clope, m'occuper d'un soignant parce qu'il y avait un infirmier qui n'était pas là, et que finalement, je me retrouvais à pratiquer. Alors, je savais rester à ma place, hein, je ne suis pas infirmière psychiatrique, mais je me rendais compte que cette expression du potentiel soignant contenu dans le peuple, que je trouve assez belle, elle est vraie qu'en réalité, avec un peu de bienveillance, d'attention, d'empathie, on a tous la possibilité d'avoir une fonction soignante à l'égard de la douleur psychique, et que ça, c'est quelque chose qui pourrait faire beaucoup de bien à la société. Donc j'ai plutôt ressenti ça que bizarrement mes limites ou mon incapacité. En fait, j'ai ressenti... C'est plus une invitation à... Oui. Et puis surtout, de me dire... alors au début, évidemment, j'avais extrêmement peur d'être maladroite, de ne pas dire les bonnes choses, d'aggraver le mal. Je n'étais pas du tout à l'aise. Mais au fur et à mesure, je me rendais compte qu'en fait, en écoutant son intuition, on sait si c'est le bon moment pour poser la main sur quelqu'un qui est en souffrance et qui est en pleine crise, si on doit lui parler à 20 cm ou à 1 mètre, si on doit employer tel ou tel mot. Finalement, on apprend, on se fait confiance, on écoute, comme je disais, son intuition, et puis on se rend compte que ce potentiel soignant, il est humainement partagé. Et ça, c'était plutôt finalement réconfortant de le sentir. Après, on n'a évidemment pas tous l'occasion d'exercer ce potentiel soignant, et ça n'enlève rien à la spécialisation des médecins et des infirmiers psychiatriques, mais ça dit quelque chose de très important dans ce courant de la psychothérapie institutionnelle, qui, je pense, est d'un point de vue sociétal révolutionnaire, en fait. Voilà, on va bientôt conclure, donc... Vos questions auront été transmises par moi-même, je les ai ressenties en fait, sans que vous ayez besoin de parler. Et puis ce qu'il faut dire aussi, notamment dans La Folie, c'est que sans être un essai sur la psychiatrie, vous soulevez des points à côté desquels on pourrait passer. Vous parlez par exemple de Robert qui lui va passer sa vie en hôpital, mais on oublie qu'il y a des gens qui resteront tout le temps là, pour des tas de raisons. Et puis vous nous racontez aussi l'histoire... de gens qui n'ont pas de fonction, il manque d'effectifs, et si on est un simple aide-soignant et qu'on veut en faire plus, on peut être sanctionné. Oui. Alors qu'on agit pour le bien et qu'on manque d'effectifs. Et puis, il y a ce passage que vous pourrez découvrir aussi dans le livre, qui montre que parfois on peut se découvrir une raison, on peut guérir de la folie avant de mourir. Ça aussi, c'est assez incroyable. Pour conclure, Joy, finalement, la réalité, c'est ce butin, mais vous vous en lassez jamais. Il n'y a pas un moment où... vous dites, comme je dis ça parce que certains journalistes qui font certains types de sujets, même si tout n'est pas comparable, disent à un moment j'en ai ras-le-bol de la guerre. Je schématise parce qu'il y a un moment où voilà, vous avez plein de cordes à votre arc de littérature, mais vous dites à un moment cette réalité, elle est tellement implacable que je l'envoie balader, je ne sais pas, vous avez des instants de rêve organisés? Ah non, je pense que c'est absolument inépuisable. En fait, si vous voulez, moi plus j'écris, j'ai commencé par écrire plutôt de l'autofiction, et puis à un moment je me suis rendu compte qu'en réalité ce qui me plaisait dans l'écriture, c'était pas de me connaître moi-même, mais c'était plutôt de faire l'expérience de l'altérité. Et écrire des livres, ça me permet aussi d'aller là où je n'irais jamais s'il n'y avait pas les livres. Jamais je serais allée dans un hôpital psychiatrique, dans un abattoir quand j'ai fait un roman sur la boucherie, dans un palais de justice, dans un zoo pour un autre roman, et la littérature me sert vraiment à sortir hors de moi et pratiquer cette littérature du réel, c'est faire cette expérience de l'altérité, et c'est justement se défatiguer de soi-même. Donc je pense qu'au contraire, ça risque même d'être de plus en plus passionnant. Et puis surtout, je me suis rendu compte, parce qu'au bout de 20 ans d'écriture, on se connaît, que sans doute je suis plus douée, entre guillemets, c'est pas à moi de juger, mais pour cette écriture du terrain plutôt que pour les récits d'imagination, justement de pure imagination. C'est pour ça que je disais, je suis une grande admiratrice, une grande lectrice des romans de pure imagination, mais moi je me sens pas très forte à cet endroit-là, quoi. Et toujours avec le sens de l'écoute, en fait. Ça fait travailler l'écoute que d'écrire sur le réel. Ah ben oui, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça développe la vertu de l'attention, de la patience, de la vigilance. C'est ce que m'ont appris aussi ces livres.
c'est d'abord la patience, je dirais, la patience de se tenir à un endroit alors qu'on est pris toujours dans des flux de temps. Écrire, c'est aussi tout d'un coup aller à rebours du temps habituel. C'est-à-dire se poser pendant 1 an dans un palais de justice alors qu'on n'a rien à foutre là, que personne ne nous a convoqués, que personne ne nous y oblige, que personne ne me l'a demandé, et de dire, eh bien, je m'arrête pendant 1 an à cet endroit. Et donc, je dérègle finalement la marche du temps et je fais l'expérience de la patience et de l'attention. J'écoute, je regarde, et ça, je trouve que c'est la première vertu de l'écriture. Écrire, c'est d'abord faire preuve de patience, hein, parce que c'est très long, c'est fastidieux parfois, et c'est pas rentable. Donc voilà, il y a cette espèce d'activité à rebours que je trouve assez excitante, même si ça n'est pas rentable, mais c'est bien de faire aussi parfois des choses pas rentables. Alors en tout cas, vous aurez la chance et le privilège de retrouver Joy à côté qui vous dédicacera le livre, et selon la formule consacrée, c'est peut-être la seule fois qu'on peut le prononcer grâce à vous. Attention, l'audience est levée. Et applaudissements, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.